Mon fils et sa femme m'ont poussé à travers une porte vitrée. Le verre s'est brisé. Je saignais. Ils ont dit que c'était un accident. Je me suis assise seule dans cette cuisine froide, pensant que je ne valais peut-être plus rien maintenant que je n'avais plus de salaire. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais discrètement hérité de 21 millions de dollars. Ils pensaient que je n'avais plus rien. Que feront-ils lorsqu'ils réaliseront que je peux acheter et vendre tout ce qu'ils possèdent en espèces? Je ne m'attendais pas à voir mon propre sang sur le sol de la cuisine, pas dans la maison de mon fils, pas à 71 ans. C'est arrivé un mardi. La neige venait de commencer à tomber dehors, douce et régulière, comme le silence qui précède un bouleversement. Bradley et Juliana étaient tendus toute la matinée. Je me suis faite toute petite, comme le font parfois les femmes âgées lorsqu'elles sentent que leur présence n'est plus souhaitée. Juliana se tenait debout devant le comptoir, les bras croisés. Sa voix était plus aiguë que d'habitude. « Tu as toujours l'acte, n'est-ce pas ?» Elle n'avait pas besoin d'élever la voix. Son ton était suffisamment tranchant. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Bradley. Il n'a pas croisé mon regard. Il restait là, à tripoter son téléphone, comme si cette conversation ne le concernait pas, mais elle le concernait. Elle nous concernait tous. La maison était toujours à mon nom, et cela ne leur plaisait pas. Je savais qu'ils avaient quelque chose en tête. Des chuchotements, du courrier qui disparaissait, des tiroirs fermés à clé, mais j'avais gardé le silence. J'avais dit calmement que je n'étais pas prête à signer quoi que ce soit, que nous pourrions peut-être nous asseoir plus tard pour en discuter. Peut-être après le dîner. Juliana n'a pas attendu. Elle a fait 2 pas en avant et m'a montré la porte de derrière. Elle m'a dit que j'avais besoin d'air, que j'étais émotif, que je ferais mieux de sortir. Elle m'a pris le bras, pas fort au début, mais fermement. Puis quelque chose a changé. Bradley, toujours silencieux, s'est approché d'elle. Je me souviens que sa main a effleuré la mienne, comme pour m'aider à marcher. Je me souviens de sa mâchoire crispée. L'instant d'après, je tombais. Mon dos a heurté la vitre. Il y a eu un bruit sec et fort, puis tout s'est effondré. Je me suis retrouvée dehors, à moitié dans la neige, à moitié dans des éclats de verre. Le froid me mordait les bras. L'odeur du sang se mêlait à celle, âcre, des pins et de l'hiver. Pendant un instant, j'ai cru que je ne pourrais plus jamais me relever. Mais je l'ai fait. Je l'ai toujours fait. De l'intérieur, Juliana criait que c'était un accident, que j'avais perdu l'équilibre, qu'ils essayaient de m'aider. Mais ils n'ont pas ouvert la porte. Ils ne sont pas venus voir si j'allais bien. Pas même Bradley. Je me suis relevée. Ma main saignait. Mon manteau était déchiré. La neige avait trempé mes chaussures. Et pourtant, je ne ressentais qu'un calme profond. Pas de choc. Pas de douleur. Juste le calme. Comme si quelque chose en moi s'était remis en place. Je me suis détournée et j'ai descendu l'allée. Pas un mot. Ce n'était pas la première fois qu'il me donnait l'impression que je n'étais pas à ma place. Mais c'était la première fois que je le voyais clairement. Ils voulaient que je parte. Ils avaient des projets pour cette maison. Et à leurs yeux, je n'étais plus la mère qui l'avait élevée. J'étais un obstacle, une signature, un retard. Je ne suis pas allée à l'hôpital. Je suis allée au restaurant du coin de la 4e et de Maple. Je me suis assise dans le coin au fond. J'ai commandé un café avec une double dose de crème. La serveuse n'a pas bronché en voyant le sang. Elle m'a simplement tendu une serviette en papier et m'a dit « Prenez votre temps, ne vous pressez pas ». C'est ce que j'ai fait. Cette nuit-là, alors que la neige continuait de tomber, j'ai réservé une voiture de location et je me suis enregistrée dans un motel. Mes mains me faisaient encore mal. Mais mon esprit était plus vif qu'il ne l'avait été depuis des années. Je savais que je devais agir avec prudence. In silence. Je n'allais pas crier, supplier ou jouer les victimes. J'allais faire ce que j'avais toujours fait de mieux. Observer, réfléchir, agir. Ils pensaient que j'étais faible. Ils pensaient que j'étais finie. Mais ils avaient oublié qui avait bâti cette vie. Ils avaient oublié qui avait veillé à ce qu'il ne manque jamais de rien, qui avait remboursé leurs prêts étudiants, qui avait cosigné leur hypothèque. Ils avaient oublié, mais pas moi. Si vous êtes toujours là, merci d'être à l'écoute. Certaines histoires ne commencent pas par un sourire ou une fête.
Certaines commencent par du verre brisé et le silence qui s'ensuit. Mais le silence, lorsqu'il est choisi, peut être puissant. Et le mien ne faisait que commencer. Seriez-vous parti ou resté? Dites-le-moi doucement dans votre cœur, car c'est dans la suite que tout a commencé à changer. Je suis resté 3 nuits au motel. C'était le genre d'endroit où les draps étaient toujours froids et où le ventilateur au plafond faisait un léger tic-tac, comme une vieille horloge qui s'arrête. Mais c'était calme et personne ne posait de questions. J'avais plus besoin de calme que de confort. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. Ma main était un peu enflée, mais j'ai nettoyé la blessure et les bandé à nouveau. Je me suis fait une liste, 4 choses seulement. Des choses simples, measurable, que je pouvais contrôler. En haut de la liste, il y avait un mot. Preuve. J'avais toujours fait confiance à mon instinct. J'avais passé des décennies à lire les gens dans les salles de réunion et les salles de médiation, à désamorcer les conflits avec rien d'autre qu'une voix calme et le choix des mots justes. Mais ce n'était pas le travail. C'était ma vie, mon fils, ma maison. Les frontières s'étaient lentement estompées au fil du temps, jusqu'à ce que je ne sache plus si je vivais avec ma famille ou avec des gens qui attendaient que je parte. Je me suis souvenu d'un après-midi tranquille, quelques mois plus tôt, lorsque Juliana avait emmené les enfants chez sa mère et que j'étais seule à la maison. J'avais installé une petite caméra à cette époque. Rien d'extraordinaire, juste une caméra de secours. Elle était cachée dans un coin de la bibliothèque, déguisée en petite chouette en céramique. Je n'en avais parlé à personne. Je n'avais jamais pensé en avoir besoin. Mais après cet incident à la porte, j'ai appelé Maya, une ancienne collègue de l'hôpital qui m'avait aidé à l'installer. Elle travaillait dans le domaine de la conformité et de la sécurité informatique. Elle était très vive d'esprit et ne posait jamais de questions inutiles. En quelques heures, elle a récupéré les images et les a envoyées sur mon disque dur privé. Je les ai regardées une seule fois. Les mains de Bradley, la voix de Juliana, l'angle, le bruit de mon corps contre la vitre, la netteté de la fracture, puis le silence. Je ne pouvais plus le nier. Ce n'était pas seulement une blessure émotionnelle, ce n'était pas un malentendu, c'était une agression, et il l'avait dissimulée sous le silence et de fausses préoccupations, tout en lorgnant sur la maison que j'avais remboursée il y a 27 ans. J'ai appelé un avocat le lendemain. Elle s'appelait Nadine, une femme d'une 50aine d'années, à la voix grave et métallique. Elle n'a pas cherché à dramatiser. Elle a demandé des preuves. Je lui ai tout donné. Pendant qu'elle commençait à rédiger un dossier pour maltraitance de personnes âgées et coercition immobilière, j'ai commencé à mettre le reste de mon plan à exécution. Je me suis rendu discrètement à la banque et j'ai retiré suffisamment d'argent pour agir rapidement, mais sans faire de bruit. La plupart de mes fonds étaient intacts, toujours placés dans des obligations municipales, une fiducie immobilière privée et un compte séparé lié à un fonds fiduciaire laissé par un ancien client. 21 millions au total. Cela m'avait pris des années, mais c'était à moi. Je n'en avais jamais parlé à Bradley. Il pensait que ma retraite provenait d'une modeste pension, que je vivais de la sécurité sociale et des restes du compte de son père. Cette hypothèse lui permettait de se sentir à l'aise dans son sentiment de droit. Et Juliana, elle n'avait jamais imaginé que je pouvais être plus que ce que je paraissais. Des cheveux gris, des pouls doux, des matins tranquilles, faciles à ignorer. Mais j'avais construit quelque chose qu'il n'avait jamais pris la peine de voir. J'avais loué un appartement en ville sous un autre nom, un bail mensuel sans fioriture, sans bruit. Je n'avais pas besoin d'une vue, j'avais besoin d'espace pour réfléchir. La première chose que j'ai posée sur le comptoir était un dossier. À l'intérieur, il y avait la vidéo, une copie imprimée de l'acte de propriété de la maison, mon testament de vie et la première ébauche de la plainte de Nadine. Puis je me suis assis, j'ai respiré et, pour la première fois depuis des années, je me suis laissé ressentir tout ce que j'avais accumulé, la trahison, l'humiliation, la douleur profonde d'avoir été considéré comme jetable par ceux à qui j'avais tout donné. Mais sous cette douleur, quelque chose d'autre avait commencé à fleurir. Une détermination tranquille. Pas pour punir, pas pour détruire,
mais pour récupérer non seulement mon nom sur un bout de papier, non seulement ma maison, mais aussi mon espace, ma dignité, ma place dans le monde. De plus, j'avais le sentiment que ce n'était que le début. C'est cette prise de conscience, et non l'agitation, qui m'a poussé à me lever avant l'aube ce matin-là. Le calme et la tranquillité de mon nouvel appartement m'ont procuré un étrange sentiment de soulagement. Le sol de ma cuisine résonnait du bruit creux de mes pantoufles, du ronronnement du chauffage et du bruit lointain de la circulation dans la rue voisine. Debout devant le dossier que j'avais posé la veille sur le comptoir, je mis de l'eau à chauffer pour me faire un thé. Ce n'était qu'un simple dossier noir, mais son contenu était important. Il contenait 3 documents. Le premier était l'acte de propriété de la maison. Il était clair comme de l'eau de roche que mon nom y figurait toujours. Il n'y avait aucune signature de transfert ni de copropriété. J'avais attendu des années avant de signer quoi que ce soit, car je sentais une petite voix dans mon ventre qui me disait « Attends, je suis tellement contente d'avoir attendu. » Deuxièmement, par souci d'exactitude plutôt que par vanité, j'avais conservé une liste de mes actifs financiers. La majeure partie de ces fonds avait été discrètement accumulés au fil des ans grâce à des investissements dans les systèmes de santé, les centres de bien-être et les établissements de soins de longue durée de 3 États. Beaucoup de mes anciens clients m'ont fait d'importants legs dans leur testament, leur fiducie ou leur lettre de remerciement. Cela n'a jamais été un problème pour moi de dépenser cet argent. Je n'ai jamais été obligé de le faire. Cela me suffisait amplement. Le troisième élément était la vidéo de surveillance, qui consistait en une seule image fixe apparaissant en première page. Mon visage, les mains en l'air. Juste avant la chute, je refermais soigneusement le dossier. J'allais commencer aujourd'hui à informer officiellement Nadine. Mais avant cela, je devais jeter un dernier coup d'œil au passé. Je sortis de mon sac à main un carnet usé, avec une couverture en tissu vert et les coins cornés. Au fil des ans, je m'en étais servi pour prendre des notes, des discussions, des dettes et des notes datant du moment où j'avais senti que quelque chose n'allait pas. Ce ne sont pas les moments importants qui constituaient l'ensemble. Ce sont les petites choses, comme le fait de voir le courrier trié avant d'arriver sur la table de la cuisine, ou Bradley qui insistait pour s'occuper lui-même des factures, alors que c'était toujours moi qui les payais, qui m'inquiétait le plus. Juliana m'a demandé avec désinvolture, mais de manière stratégique, si j'avais révisé mon testament et à qui irait la maison. Ensuite, il y a eu les documents qui m'ont échappé, l'enveloppe de la banque, mes relevés de sécurité sociale. Je me suis souvenu d'une fois où je voulais savoir où était ma carte d'assurance maladie, mais Juliana m'avait dit qu'elle était en sécurité quelque part et m'avait fait signe de ne pas m'en préoccuper. Je ne l'ai pas retrouvée, dans le calme et la tranquillité de la cuisine de cet appartement. J'ai compris que mes sentiments n'étaient pas de la paranoïa, c'était de la préparation. Personne n'attendait ma mort avec impatience. Ils se préparaient à mon départ silencieux, sans laisser de traces et sans poser de questions. Tout en sirotant tranquillement mon thé, j'ai fixé mon regard sur la fenêtre, comme de la poussière sur des étagères oubliées depuis longtemps. La neige était revenue, cette fois-ci poudreuse et régulière, recouvrant les toits, une préparation minutieuse, non par vanité, mais par nécessité, m'a conduit à enfiler un manteau en laine, un col roulé noir et un pantalon gris après le petit déjeuner. J'avais porté le même manteau en 1984, lorsque j'avais signé mon premier contrat de direction à l'hôpital. Ce manteau avait fréquenté plus de salles de réunion que la plupart des associés juniors, à 10 heures précises. J'ai apporté le dossier dans le bureau de Nadine. J'ai été conduit dans une pièce ornée d'étagères, remplie de classeurs juridiques et de citations encadrées par son assistante. Une jeune femme vive aux cheveux courts et au langage concis. Il n'y avait qu'un bloc-notes jaune, un stylo et Nadine a un bureau bien rangé. Aucune photo ni autre élément susceptible de détourner l'attention. Elle s'abstint de faire la conversation. Ce n'était pas nécessaire. D'un signe de tête, elle ouvrit le dossier et parcourut les pages. En moins d'une demi-heure, elle confirma mes soupçons, outre les voies de fait. J'avais des preuves de manipulation financière.
de coercition et d'abandon intentionnel d'une personne âgée qui dépendait de moi. La maltraitance des personnes âgées était explicitement visée par la loi du Colorado. Et Nadine avait déjà collaboré avec les tribunaux dans des affaires similaires, avec douceur, sans pression, mais avec fermeté. Je la suppliais de garder tout cela secret. Jusqu'à présent, aucune plainte n'a été rendue publique. Je ne cherchais pas à attirer l'attention. Cette affaire devait être réglée. Elle accepta. Nous allions procéder de manière méthodique et mesurée. À midi, j'avais terminé la déclaration sous serment préliminaire. Je suis rentré à l'appartement au coucher du soleil, assis dans le même fauteuil près de la fenêtre, le dossier désormais plus mince, mais plus lourd. Après avoir mis en sécurité des copies de l'enregistrement à 2 endroits différents avant 15 heures, la procédure était lancée, mais il faudrait des semaines, voire plus, avant que les accusations ne soient déposées et que la date du procès ne soit fixée. Il est impossible d'arrêter le cours des événements une fois qu'ils ont commencé. J'ai passé une nuit agitée. Certaines parties de mon corps me faisaient souffrir comme jamais auparavant. Je ne me sentais plus insignifiant, ignoré ou invisible, même si l'accident avait laissé une légère tremblote dans ma main. Ceux que j'avais élevés ne me voyaient plus clairement. Et je le savais. Ce qu'ils voyaient en moi était un obstacle, un fardeau ou un retard. Cependant, leur connaissance était limitée. J'avais précédemment transféré l'argent à une société holding distincte et modifié la fiducie afin d'exclure tous les héritiers jusqu'à nouvel ordre. Ils ne savaient pas que le titre de propriété de la maison était toujours à mon nom et qu'il était désormais protégé par une fiducie révocable. Plus important encore, ils ignoraient que la femme qu'ils cherchaient à écarter avait déjà commencé à écrire le chapitre suivant, indépendamment d'eux. L'absence de quoi que ce soit passerait inaperçue pendant des semaines. Cependant, le vide que j'avais laissé s'intensifierait au fil des jours. À près de 8 heures du matin, 3 jours après avoir quitté le bureau de Nadine, j'ai été interrompu par un appel téléphonique discret. Sa voix était calme. Les documents avaient été soumis. La plainte avait été officiellement déposée auprès du tribunal. Au début, elle m'avait prévenu qu'il ne se passerait rien de grave. Même si cela prendrait du temps, le processus était enclenché. Un simple « merci » fut tout ce que je dis pendant notre conversation téléphonique. Ma prochaine étape était de raccrocher et de rester debout au milieu de ma cuisine exiguë, laissant le silence en dire plus long que des mots. Je me rendis dans un centre de courrier privé à la périphérie de la ville, le même après-midi. Je remis une enveloppe scellée contenant 3 documents imprimés. La plainte, une lettre de l'avocat exigeant la restitution de tous les documents relatifs à la résidence et un avis immédiat de restriction des communications. L'enveloppe portait les adresses de Bradley et Juliana. Je me suis dépêchée. Je leur ai tourné le dos. En arrivant à mon appartement, j'ai constaté que la neige avait recommencé à tomber. Plus fort cette fois. Cette neige est comme un couvercle sur une casserole. Elle écrase doucement tout sur son passage, rendant le monde plus calme. J'ai sorti mon bloc-notes et je me suis installée près de la fenêtre. En relisant mes notes, je me suis rendu compte que j'avais noté des détails qui ne me semblaient pas importants à l'époque, mais qui, rétrospectivement, formaient une stratégie ou un schéma. Mes déclarations médicales avaient été signées par inadvertance par Juliana. Ces 4 mois s'étaient écoulés. Bradley s'était proposé de modifier les informations relatives à la taxe foncière en mon nom, l'hiver dernier. C'est arrivé. Ils m'ont encouragé à passer à un forfait téléphonique moins cher et ont tenté de le faire. C'est le contraire qui s'est produit. Pendant 2 semaines, je n'ai pas pu utiliser mon application bancaire. Tout cela était subtil et délibéré. Ce jour fatidique, j'ai réécrit ma liste pour me concentrer sur les choses sur lesquelles j'avais encore le contrôle total. L'acte notarié, la fiducia, le film, la loi et, surtout, moi-même. Nadine m'a envoyé une mise à jour du dossier par email dès le lendemain matin. Le tribunal avait fixé une date pour l'examen préliminaire. Pas d'arrestation, rien de public. Cependant, si tout se passait comme prévu,
L'enregistrement pourrait servir de preuve tangible et conduire à la délivrance d'une ordonnance restrictive temporaire. Il n'y avait pas de fête pour moi. Ma respiration est devenue plus difficile. Cependant, un sentiment de calme m'a envahi. Ni soulagement, ni satisfaction, juste une impression d'harmonie. J'avais également rendez-vous avec Marcus cette semaine-là. Nous avions travaillé ensemble il y a des années, lorsque j'avais restructuré les comptes de retraite d'un client âgé. Marcus est un planificateur successoral. Même si cela faisait plus de 10 ans que je n'avais plus exercé cette fonction à l'hôpital, il était fiable, discret et me traitait avec le plus grand respect. Je lui ai demandé de rédiger les documents nécessaires pour transférer la plupart de mes actifs à une nouvelle fondation, une fiducie à but non lucratif, qui offrirait des programmes de reconversion professionnelle et de bien-être aux femmes de plus de 60 ans, en particulier aux veuves et à celles qui avaient tout légué à leur famille, pour être ensuite abandonnées lorsque leurs besoins n'étaient plus satisfaits. Imperturbable, Marcus a continué. Ces questions étaient pertinentes, et il m'a donné des délais, tout en m'indiquant ce qui était faisable et ce qui pouvait attendre. Je suis sortie de son bureau avec un agenda rempli d'activités apaisantes et un dossier rempli de manuscrits. Les routes étaient glissantes. Les piétons marchaient prudemment. Je me promenais tranquillement, non pas parce que j'étais épuisée, mais plutôt à cause de ma situation financière. Je n'étais plus pressée de prouver quoi que ce soit, ce qui était très différent des années précédentes. Ce n'était pas par sentimentalisme, mais plutôt par sincérité que j'ai consacré cette soirée à feuilleter des albums photos, pour une raison que j'ignore. J'avais très envie de revivre ces vacances, où les sourires étaient sincères et l'hospitalité n'était pas feinte. Sur la pelouse de l'hôpital, j'avais préparé un déjeuner pour Bradley, qui avait alors 12 ans, et il s'était assis avec moi pour manger. Une photo en particulier m'a marqué. Il avait le bras autour de mes épaules et les cheveux en bataille. Il n'était pas méchant à l'époque. C'était juste un jeune garçon avec beaucoup de sentiments et nulle part où les exprimer. J'ai longtemps gardé cette photo, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour m'aider à me souvenir de nos origines et à donner un sens à notre destin. Juliana m'a laissé un message vocal quelques jours plus tard. Elle semblait très polie et compétente. Selon elle, ils avaient été surpris par les allégations contenues dans la lettre de mon avocat. Elle préférait un règlement à l'amiable. Pas de remords, pas d'excuses, juste des ordres. Les traces écrites semblaient la préoccuper davantage que les éclats de verre qui se trouvaient encore dans la poche de mon manteau. Telle fut ma réponse. Dorénavant, toute correspondance serait traitée par Nadine. Je n'avais pas l'intention de contester. Je n'avais pas l'intention de donner d'explications. Je me suis plutôt préparée. J'ai soigneusement photocopié tous les documents et les ai rangés dans 3 endroits différents. Pour effectuer la première partie du virement, j'ai pris un nouveau rendez-vous avec Marcus. Je venais d'acheter un nouveau manteau, un manteau en laine gris épais, parfait pour les journées fraîches et les longues randonnées. J'ai mis l'ancien, celui qui avait une tache de sang sur la manche, dans un sac zippé et je l'ai plié pour ne pas le perdre, mais aussi pour pouvoir faire la distinction entre les 2 périodes. Je suis ensuite partie me promener. Même si le vent soufflait fort, je suis restée imperturbable. Mon corps s'était habitué à la douleur. D'un autre côté, j'avais les idées plus claires qu'auparavant. L'idée qu'ils pouvaient me briser en me forçant à passer à travers une vitre était la leur. Ils n'avaient pas prévu que même si certaines vitres se brisent proprement, la femme de l'autre côté pouvait ressortir de cette expérience plus forte, sans amertume et plus précise. La précision, la documentation, la persévérance et la protection juridique étaient désormais à ma disposition. Au cours de la semaine, l'appartement est devenu plus paisible. Le bruit du monde extérieur était étouffé par la neige qui s'accrochait au rebord de la fenêtre. J'avais une routine régulière lorsque je me réveillais. Thé, paparazzi et promenade. C'est devenu une routine inconsciente qui m'a empêché de sombrer dans le découragement et m'a aidé à garder l'esprit vif. Le matin du 5e jour, j'ai mis le cap vers l'ouest, en direction de la chaîne de montagnes. Même Nadine n'était pas au courant. Avec mon nouveau manteau et un modeste sac pour la nuit, je suis partie peu après le lever du jour.
Gérer des employés de renom dans le milieu hospitalier qui ont besoin d'anonymat m'avait appris à réserver sous un faux nom. On ne peut jamais vraiment échapper à certaines choses. Le long de la route sinueuse, il y avait des lacs gelés et des arbres imposants. Un ciel basse, sombre et constant planait au-dessus de ma tête. Il était presque midi lorsque je suis arrivé à Aspen, là-bas. La neige était plus profonde, plus fraîche et vierge de toute trace. Après avoir respiré de l'air pollué pendant des semaines, l'air ici me semblait plus pur que jamais. J'ai dormi dans une petite cabane près des sources. Elle n'avait rien d'extravagant, mais elle était impeccable. Une cuisine entièrement équipée que je n'utiliserai jamais, une cheminée et une vue sur la colline. Je n'avais pas l'intention de me la couler douce. J'étais venu là pour prendre un grand bol d'air et réfléchir à ma vie avant que tout ce chaos ne commence. Plus tard dans la journée, j'ai piqué une tête dans la piscine. Je suis resté sous l'eau plus longtemps que d'habitude, non pas pour oublier, mais pour me vider et faire de la place. Car l'eau était chaude, presque trop chaude par rapport à l'air glacial. Le lendemain, je me suis levée tôt et je me suis assise sur la terrasse en bois, émitouflée, pour lire mon moi passé, qui rationalisait le comportement de Bradley à mon égard, hantait mes pensées pendant que je buvais mon café. Celle qui disait « Il est peut-être juste stressé » n'était plus là. Peut-être essayait-il simplement de protéger Juliana. Le jour où mon dos a heurté la vitre, j'ai cessé de trouver des excuses. Peut-être avais-je mal compris. Cette fois-ci, j'étais capable de voir les choses plus clairement. Et j'ai commencé à planifier mon avenir en toute autonomie, plutôt que mes prochaines comparutions au tribunal ou mes formalités administratives. Le jour même, je me suis promenée en ville et je me suis arrêtée dans une librairie paisible que je fréquentais autrefois. Ruth, la propriétaire, se souvenait encore de moi. Nous avons discuté discrètement, sans me présenter ni expliquer la raison de ma visite. J'ai pris quelques livres, dont la plupart parlaient de femmes solitaires qui avaient radicalement changé de vie sur le tard. Ce n'était pas le jour pour jouer les femmes à la mallette. Techniquement, je n'étais plus propriétaire de la cabane depuis 3 jours, mais j'y étais venu de mon plein gré et je m'y sentais chez moi. Reprendre possession d'un espace, même pour un court instant, a un effet profond. Une fois que l'on s'est échappé, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ce soir-là, j'ai écrit des lettres, non pas à Bradley ou Juliana, mais à moi-même, des messages destinés à mon propre bénéfice. Alors, à la quarantenaire qui a fêté ses anniversaires seule, parce que personne ne s'en souvenait, même si elles n'ont pas été invitées à leur pendaison de crémaillère. La version de moi-même âgée de 50 ans qui les a aidées à acheter leur première maison était toujours là. À 60 ans, elles avaient discrètement remboursé leurs dettes de carte de crédit. Dans mes lettres à ces dames, je les ai rassurées en leur disant qu'elles avaient tiré le meilleur parti des informations dont elles disposaient. Je les ai remerciées et leur ai pardonné, car elles m'ont aidé à en arriver là. Assez discrète pour laisser la vérité faire son œuvre, assez intelligente pour penser à l'avenir et assez forte pour tourner la page. La tempête de neige s'est intensifiée ce soir-là. Le vent qui hurlait dehors et faisait trembler les vitres m'a rappelé à quel point les murs peuvent être fragiles. Le toit, cependant, est resté intact et le feu continuait de brûler dans la cheminée. Je ne ressentais aucun danger. Mon corps s'est réveillé. Je me suis assurée de partir tôt le lendemain matin. J'ai pris mon temps pour rentrer, car la route était glissante et vallonnée. J'anticipais chaque virage. Je savais que le prochain dossier serait préparé par Nadine. Je m'attendais à ce que Juliana tente de répondre avec un air mystérieux ou indigné. Comme d'habitude, Bradley ferait ce qu'il faisait toujours. Devenir silencieux, soumis, puis finalement en colère. Cette maison, cependant, ne revenait pas dans mon radar. Même mon ancien moi ne partait nulle part. Au lieu de cela, j'ai sauté les formalités administratives et je me suis rendu directement à l'endroit où se trouvait ma fondation nouvellement enregistrée. Tout était réglé avec les papiers 2 jours auparavant. Même Marcus n'était pas au courant. C'était un lancement privé pour moi. J'ai présenté ma carte d'identité à la réceptionniste, qui a levé les yeux et a prononcé le nom de l'organisation, ce qui m'a fait sourire. Je voulais l'entendre à voix haute.
Alors je lui ai demandé de répéter. À la Montreux Initiative, les femmes de plus de 60 ans peuvent se reconstruire dans le respect de leur indépendance et de leur force. Elle m'a remis le dossier de bienvenue. Je l'ai remerciée. Je suis entrée dans le bureau privé qui m'avait été réservé et je me suis assise derrière le bureau. Je n'étais ni choquée ni impressionnée. Pourtant, je sentais un changement authentique. À l'intérieur de moi, à une occasion, Bradley m'avait conseillé de ne plus prendre les choses personnellement, car j'étais très sensible. Maintenant, j'avais l'intention de prendre les choses personnellement, mais ce n'était pas par blessure ou par confusion. Dans certains cas, une fois la neige fondue, on se rend compte qu'on n'avait pas vraiment perdu son chemin. Il était juste caché pendant un certain temps. Je marchais désormais seule. Ce n'est pas dans une salle d'audience ou au téléphone que j'ai revu Juliana pour la première fois. C'est lors d'une exposition immobilière. La vie prend un rythme étrange lorsque vous cessez d'essayer de dicter son allure. Je ne le voulais pas, mais c'est ainsi. L'entreprise pour laquelle elle travaillait organisait une visite de maison récemment rénovée dans la banlieue de Denver. Une société d'investissement privée avait financé l'une des maisons, une maison minimaliste de style ranch avec 5 chambres, des poutres apparentes et un mobilier scandinave. Juliana ne savait pas que l'organisation avait été subtilement et secrètement reprise par une nouvelle direction. J'étais le responsable. Je portais un gros manteau et des lunettes de soleil épaisses, et je suis arrivé 10 minutes en avance. J'étais plutôt content de ne pas attirer l'attention, mais je ne ressentais pas non plus le besoin de me cacher, comme n'importe quel autre visiteur. J'ai pris mon temps pour explorer la propriété, tandis que Juliana, d'une voix impeccable, décrivait les remises sur les panneaux solaires, le chauffage au sol et le carrelage importé. Elle avait toujours le même look, une coiffure impeccable, une voix assurée et ce ton excessivement poli qu'elle utilisait habituellement pour vendre. Alors qu'elle montrait la cuisine récemment rénovée à un couple dont l'un des membres était plus jeune qu'elle, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer son sourire si crispé qu'il s'échappait de ses yeux. Son attitude a brièvement changé lorsqu'elle a croisé mon regard. Elle a fini par se ressaisir. Elle a hésité avant de reconnaître ma présence. Je lui ai refusé cette opportunité, mais je suis quand même entrée dans la suite parentale et j'ai passé mon index sur le rebord de la fenêtre. Une odeur de cèdre et d'huile de citron flottait dans l'air. Tout était très mis en scène. Leur mariage était la seule chose qui semblait authentique. Son assistante, Chloé, me suivait. Elle est brillante et pleine de vitalité. Il y a quelques années, alors qu'elle venait d'arriver dans l'équipe de Juliana, je l'avais aperçue lors d'une réunion de famille. Elle tenait un bloc-notes à la main et portait une tenue sur mesure. Derrière moi, elle s'éclaircit la gorge et dit, avec un air de supériorité inutile, que c'était une visite privée. Je me retournai et croisai son regard. J'aurais pu baisser la voix. Je lui tendis simplement la carte de visite de la société d'investissement. Sous la mention « Partenaire stratégique » figurait mon nom. Après l'avoir regardé, elle écarquilla les yeux. Elle marmonna quelque chose à propos de consulter Juliana. Je lui conseillais de ne pas précipiter les choses. Je serai dans la véranda. Juliana entra dans la pièce 10 minutes plus tard. Personne ne me salua. Elle ne fit aucun commentaire sur ma présence. Au lieu de me regarder, elle jeta un coup d'œil à la carte que Chloé tenait dans sa main. Elle semblait calme en apparence, mais je pouvais voir la terreur bouillonner derrière. « Avez-vous examiné le dernier registre des parrainages ?» Je voulais m'en assurer. Son silence la trahissait. J'avais déjà trouvé la solution. La rénovation en question avait été financée par un prêt relais que son employeur avait obtenu auprès d'un groupe d'investisseurs anonymes. Après avoir pris en charge l'administration du fonds, je m'étais retirée dans le rôle d'un partenaire silencieux, non pas pour le pouvoir, mais pour la position. Le regard calculateur. Juliana se tenait raide. Je pouvais presque entendre le fonctionnement de son esprit. Elle avait le sentiment que ce n'était pas un hasard. Elle comprit que ce n'était clairement pas un accident. Je lui assurais que tout était documenté, que tout ce qui avait été laissé derrière nous finirait par refaire surface. Puis je partis. Je continuais sans attendre de réponse. Un conflit était inutile. Il n'avait aucun sens.
Elle s'était trompée de femme, et c'était le but recherché. Ce soir-là, alors que le ciel prenait une teinte pourpre, je sirotais une thé noire, assise seule dans un petit café à l'extérieur de la ville. Une jeune serveuse me demanda si j'avais besoin d'autre chose. Non, merci, répondis-je avec un sourire, et je me sentis visible pour la première fois depuis longtemps. Ensuite, je vérifiai mes emails. Nadine m'avait transmis une nouvelle correspondance du tribunal. Des examens préliminaires. Ah, requête active. L'enquête avait officiellement progressé. Des entretiens, des dépositions et des audiences pourraient être programmées si nécessaire. Elle avait également joint une liste des pièces à conviction scellées pour l'affaire. Des documents tels que la vidéo de surveillance de la nuit des faits, les déclarations écrites de 2 voisins qui avaient entendu la dispute et les documents attestant des efforts de Bradley pour faire regrouper mes factures d'énergie sous son nom étaient inclus. Les progrès étaient lents, mais solides. Les documents relatifs à la fiducie de l'initiative Montreux ont été traités la même semaine, et j'en ai été informé. Le premier transfert, d'un montant de 5 millions de dollars destinés aux frais de fonctionnement et aux dotations à long terme, a été reconnu comme effectué par la banque. J'ai expiré le souffle que je retenais sans m'en rendre compte. Je me demandais si Juliana avait édulcoré la vérité ou laissé Bradley dans son état lorsqu'elle était rentrée de la présentation. Personne ne me le dirait jamais. Cette partie de ma vie ne m'appartenait plus. Ce qui importait, c'était que je n'étais plus immobile et que la terre avait commencé à bouger sous leurs pieds. Au début, je n'ai rien entendu directement de Bradley, mais l'absence de communication était évidente. Il avait le don de se mêler de tous les aspects de ma vie, des conversations aux pièces où je me trouvais en passant par les décisions que je prenais. Donc son retrait soudain en disait long. Néanmoins, Juliana n'a pas pu résister. Moins d'une semaine après le showcase, Nadine m'a transmis un message soigneusement rédigé par l'équipe juridique de Juliana, affirmant qu'il y avait eu des malentendus et des erreurs de jugement émotionnel lors du désaccord familial. Il proposait un règlement à l'amiable qui aurait inclus la confidentialité, la compréhension mutuelle et, vraisemblablement, la conclusion rapide de toutes les procédures en cours. Leur objectif était de conclure un accord. Voici ma réponse. C'était Nadine. Sa réponse était succincte. Tout continuerait comme avant. Tout autre commentaire devait être envoyé par les moyens prévus à cet effet. C'était la fin de la conversation par email. Le même jour, Marcus m'a appelé. Je ne l'avais jamais entendu aussi inquiet. Sa voix était inhabituellement tendue. Une demande inattendue de vérification de la propriété d'un des lots associés à ma fiducie avait été reçue d'une société immobilière externe, et il devait répondre rapidement. Il semblait que quelqu'un essayait de trouver des failles. J'ai demandé à Marcus ce qu'il attendait de moi. Il a hésité avant de me dire qu'il s'en était déjà occupé. Notre réorganisation au début de l'année avait renforcé les documents il y a plusieurs mois. Je n'avais pas à m'inquiéter. Il tenait toutefois à me tenir informé. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon salon et j'ai regardé la neige tomber doucement. Cela ne m'a pas surpris. Même si je m'attendais à une certaine résistance, c'était extraordinaire, du désespoir déguisé en stratégie. Voilà ce que c'était. Au coucher du soleil, j'ai parcouru le catalogue des propriétés que Bradley m'avait demandé de co-signer lorsque Juliana et lui en étaient encore aux prémices de leur entreprise. J'avais alors poliment refusé. La façon dont il l'avait dit, comme si c'était ma responsabilité en tant que mère, m'avait fait réfléchir. À l'époque, je ne savais pas pourquoi. Quelque chose me dérangeait. Il semblait que mon instinct m'avait sauvé la vie à ce moment-là. Une inclination réticente et furtive. Nadine nous a donné d'autres nouvelles le lendemain matin. La première phase de la découverte touchait à sa fin. La suite de la procédure a été approuvée par le tribunal. Les parties auraient la possibilité de présenter leurs preuves lors d'une audience préliminaire. Cela signifiait que la vidéo ne resterait pas un fichier silencieux sur le disque dur de quelqu'un. Un enregistrement allait être créé. Cet après-midi-là, je me suis promenée dans l'arboretum du quartier, malgré les allées à moitié gelées et les bancs froids. Il y avait un réconfort à avancer, alors que tout semblait figé autour de moi. Au fil de ma promenade,
Les souvenirs du Noël précédent passé ici me sont revenus. Juliana avait fait venir des traiteurs. Bradley ne m'adressait pratiquement pas la parole. Les petits-enfants ne s'intéressaient guère aux cadeaux que j'avais soigneusement choisis et emballés, trop occupés à regarder leurs écrans. En accrochant une boule de Noël en verre sur le sapin, je me suis souvenu avoir vu mon image déformée dans la surface argentée brillante. À l'époque, je ne savais pas que ce serait mon dernier repas là-bas. Maintenant que je sais, je suis content de ne pas l'avoir su. Sinon, je serais peut-être resté trop longtemps par culpabilité. La culpabilité n'était pas non plus une excuse pour continuer à souffrir. Le tribunal a envoyé une notification officielle plus tard dans la semaine. L'audience est prévue dans 2 semaines. Ce sera discret. Juste un juge, 2 avocats et quelques formalités administratives. Pas de télévision. Pas de salle d'audience bondée. La vérité exprimée à haute voix commencerait tout de même par là. Et j'ai continué à avancer. Le premier groupe de conseillères de la Fondation, composé de femmes de tout l'État, m'a rencontré. Bien que certaines aient perdu leur mari ou même leur maison, elles avaient toutes en commun d'avoir été ignorées. En les écoutant, j'ai compris quelque chose. Peu importe le nombre de fois où ma voix avait été étouffée ou ignorée dans cette maison, je ne l'avais jamais vraiment perdue. Il s'avère que je discutais avec les mauvaises personnes. L'une des femmes m'a abordé après notre réunion. Elle s'appelait Janice. Sa voix était puissante, malgré son regard bienveillant. Elle m'a complimenté sur ma capacité à écouter attentivement, non seulement pour répondre, mais aussi pour laisser l'autre exprimer sa vérité. Cela faisait longtemps que personne ne m'avait dit quelque chose d'aussi gentil. Mes dossiers médicaux, mes documents financiers, les copies du contrat de fiducie et le disque dur externe contenant le film étaient tous rangés dans ce dossier, que j'avais conservé depuis le début. Cette nuit-là, je l'ai ressorti. J'avais installé un nouveau coffre-fort ignifugé dans mon appartement la semaine précédente. Mais maintenant, il s'agissait de plus qu'une simple protection. Alors je l'y ai rangé. Tout était prêt. Bradley et Juliana ne pouvaient plus garder la maison. La ligne de crédit qui était en cours de révision avait été suspendue par la banque. L'hypothèque était considérée comme problématique. Sous leurs pieds, tout commençait à trembler. De plus, ils ne se rendaient pas compte à quel point j'étais devenue immobile. J'avais appris que le silence ne signifie pas la faiblesse. C'est une forme d'attente patiente. De plus, j'en avais assez d'attendre. Tout a commencé par un appel téléphonique de Nadine, un jeudi matin tranquille. Son attitude avait changé. Je ne l'avais jamais entendu parler ainsi auparavant. Ce n'était pas dur, mais cela avait du poids. Une enquête officielle était en cours au foyer où j'avais vécu auparavant. Le tribunal et une section spécialisée dans la maltraitance des personnes âgées avaient examiné le film. Ils étaient captivés. Une inspection officielle du site était désormais prévue, m'a-t-elle dit. Non seulement la police serait envoyée pour recueillir des preuves supplémentaires, mais elle serait également tenue de se rendre sur les lieux du crime, afin de mieux comprendre ce qui s'était passé. Juliana semblait avoir été prise de court et paniquée lorsqu'elle avait appelé le tribunal plus tôt dans la matinée. Comme lorsque l'on voit apparaître la première fissure à la surface d'un étang gelé, je ne ressentais ni satisfaction ni soulagement, mais plutôt un sentiment de calme. Elle ne m'avait pas demandé de détails. Quoi qu'il se passe, Nadine avait promis de s'en occuper. Je devais maintenant garder mon sang-froid, ne pas faire de mouvements inattendus et ne toucher personne. La procédure se déroulait comme prévu. Plus tard dans la journée, je me suis assis à ma petite table à manger et j'ai posé mes doigts sur le bord délicat de ma tasse de thé. Après des semaines de froid, le soleil a enfin percé les nuages et la neige a commencé à fondre légèrement. Calme, au chaud et insouciant, j'ai laissé les flocons tomber sur mon visage à travers la vitre. Un numéro que je ne connaissais pas m'a envoyé un SMS cet après-midi-là. Tes voisins discutent. Un message bref, sans même un bonjour. Pourquoi nous traites-tu ainsi? Bien que le numéro de Bradley soit associé à ce numéro, aucun nom n'était indiqué. Depuis la nuit où il m'avait poussé et où mon sang avait coulé sur le parquet d'une maison dont il n'avait plus le contrôle, il ne m'avait pas adressé la parole depuis des mois. Telle fut ma réponse. J'ai donné le numéro à Nadine. Pour l'enregistrer, elle l'a marqué comme tel. Ce soir-là,
Je suis allée me promener en ville, non loin du tribunal. C'est d'une voix tremblante, le poignet blessé et sans avocat, que j'avais présenté ma plainte. Et je suis passée devant le même cabinet d'avocats qui l'avait rejeté. Un signe de tête courtois et un numéro d'urgence. C'est tout ce qu'il m'avait offert. Aucun conseil. Je suis passée devant sans ressentir la moindre rancœur. Et maintenant, j'avais Nadine. J'avais un dossier aussi épais qu'un livre relié. Les autorités s'intéressaient à moi. Non pas parce que j'avais oublié, mais parce que j'avais besoin de me rappeler combien de temps il avait fallu pour que la vérité se mette en place. J'ai repassé le fil des événements chez moi. Elle comprenait des événements tels que la chute, le silence, l'hôpital, les questions, les excuses qui n'en étaient pas, le premier email à Nadine, le transfert des images, le dépôt discret du dossier, la première lettre, le rejet, la présentation, le moment dans la véranda, l'appel de Marcus, la confiance et la chronologie elle-même. Tout est en place. L'audience est prévue et il est maintenant temps de procéder à l'inspection du site. Le processus n'a pas été rapide, mais l'effet cumulatif était clair. J'ai été informé que la police s'était rendue au domicile le lendemain matin. Les voisins avaient été consultés. L'une d'entre eux, Madame Kendall, qui habitait 2 portes plus loin, avait fait une déclaration sous serment. Cette nuit-là, elle affirmait m'avoir vu partir avec mon manteau déchiré et ma manche tachée de sang. Auparavant, elle n'avait pas osé dire quoi que ce soit, de peur de contrarier ses voisins ou de se mettre dans une situation délicate. Cependant, le film avait changé la donne. C'était devenu une question de fait. C'était évident. L'idée de poursuivre officiellement Bradley et Juliana pour agression, mise en danger et dissimulation volontaire de preuves était de plus en plus discutée au sein du tribunal. Selon Nadine, prétendre qu'il s'agissait d'un accident prenait trop de temps. Pour le dissimuler, ils étaient allés très loin. Le week-end suivant, je me rendis à nouveau au siège de la Fondation. Une délicate plaque en ivoire portant le nom de l'initiative Montreux en lettres argentées en relief venait d'être ajoutée à la signalisation murale. À l'entrée, une jeune femme m'accueillit, étudiante en soins infirmiers. Elle avait à peine 23 ans lorsqu'elle avait commencé son stage. Ignorant mon identité, elle me sourit et me proposa de me faire visiter les lieux. Je lui fis savoir que je préférais me promener seule. Elle acquiesça respectueusement. J'ai pris mon temps pour parcourir les locaux exigus, pièce par pièce, admirant les étagères remplies de livres, le matériel emballé et prêt à être expédié vers des bibliothèques et des centres pour personnes âgées isolées, ainsi que les piles de demandes de subventions pour des séminaires sur le bien-être rédigés par des femmes qui avaient enduré un emprisonnement silencieux pendant trop longtemps. À la fin de notre réunion, je suis restée dans la pièce, touchant le bord de la table avec mon index, m'asseyant et regardant par la fenêtre, assis dans une salle d'audience, non pas en tant qu'accusé, mais en tant que témoin. La vie peut sembler banale sur le papier, mais les choix qui la définissent arrivent souvent doucement, de manière inattendue et sans être célébrés. C'est comme entendre le nom de son fils prononcé de manière solennelle, comme si l'on était conscient de ne pas avoir crié, mais plutôt d'avoir attiré l'attention sur la réalité. Dès que le soleil a commencé à se coucher derrière les arbres, j'ai quitté le bâtiment. Nadine m'a rappelé pendant que je rentrais chez moi. Cette fois, elle avait des nouvelles, dans une dernière tentative pour éviter des poursuites judiciaires. L'avocat de Juliana avait envoyé un document scellé au greffier du comté, demandant une médiation volontaire et privée. Une chose était claire. Ils étaient terrifiés et savaient exactement ce qui les attendait. J'ai fait une embardée, baissé la vitre et laissé le vent me fouetter le visage. C'était une perte pour moi. J'étais alerte, plein de vie et indemne. Le jour du jugement était calme. Une modeste salle d'audience au 2e étage du bâtiment du comté, dont les fenêtres donnaient sur une rangée d'arbres gris et dénudés, était le seul lieu de rendez-vous, dépourvu de caméras éblouissantes ou de tribunes bondées. Il y avait une légère odeur de documents moisis et de moquettes vieillottes dans la salle d'audience glaciale. Je suis arrivé 10 minutes à l'avance, vêtu d'un pull noir, d'un pantalon bleu marine
et de la montre qui appartenait à ma défunte épouse. Plutôt que de m'apporter du réconfort, cela m'a rappelé les nombreuses années que j'avais passées à faire passer les besoins des autres avant les miens. Non, ce n'était pas le moment de se remémorer le passé. La question qui se posait aujourd'hui était celle de la propriété, en prenant place à la table. Nadine avait ouvert sa mallette et aligné ses documents comme des soldats. Son aura sereine a ravivé l'atmosphère. Elle m'a adressé un signe de tête silencieux avant de reporter son attention sur ses notes. Assis raide à côté de son avocat, Bradley occupait l'autre côté de l'allée. Ses vêtements ne lui allaient pas bien. Peut-être les avait-il empruntés. Peut-être que celui qu'il essayait d'incarner n'avait plus aucun droit sur eux. Il m'a jeté un coup d'œil avant de reporter son regard sur la table. Juliana n'est arrivée que 3 minutes plus tard. Elle était vêtue d'une tenue entièrement noire, sans aucun bijou, pas même son alliance. Elle s'assit seule, loin de Bradley, les bras croisés sur la poitrine. Elle se retira seule dans la rangée suivante. Le juge, âgé d'une 60aine d'années, fit son entrée, ses cheveux gris acier et sa voix semblable au craquement du bois sec. Elle étudia le document devant elle sans lever les yeux trop longtemps. Puis elle demanda à tout le monde dans la salle de se lever et commença. Le greffier a lu les chefs d'accusation initiaux. Délit mineur de maltraitance envers une personne âgée, obstruction à la justice et tentative de coercition par manipulation émotionnelle. Chacun de ces 3 chefs d'accusation a résonné dans l'air entre nous pendant un long moment. Bradley est passé inaperçu. Non, ce n'était pas nécessaire. L'étape suivante consistait à présenter les preuves, avec calme et concentration. Nadine s'avança et montra la vidéo. Un écran géant, incliné vers le siège, avait été amené dans la salle. Il n'y avait que la vidéo, pas le son. Je l'avais déjà vue une seule fois dans une chambre d'hôtel. Je ne me suis pas recroquevillée la 2e fois. Alors je l'ai regardée à nouveau. Je ne pouvais pas détourner mon regard de la télévision. À l'écran, Bradley tendait le bras. Mon corps tout entier a sursauté en arrière. La vitre s'est brisée. J'ai disparu de la vue. Pas un bruit. Puis la vidéo s'est arrêtée. La salle d'audience était silencieuse. Personne n'a poussé le moindre cri. Le juge est resté immobile pendant quelques secondes avant de faire signe de passer à l'élément suivant et de noter quelque chose. Les déclarations ont suivi. Nadine n'a pas fait traîner les choses. Elle est restée factuelle. Elle n'a rien dit d'autre que les faits, mes blessures, le retard dans le signalement, les tactiques d'intimidation et les transferts d'actifs documentés que Bradley avait effectués quelques semaines avant les faits. Subtil mais clair, a-t-elle déclaré. L'avocat de Bradley a rejeté la responsabilité sur le stress, les malentendus, une dispute familiale hors contexte et un accident. Il a dépeint un fils poussé à l'extrême par des idées fausses. Après cela, quelqu'un a demandé à Juliana si elle voulait dire quelque chose. Son avocat s'est approché. Son langage corporel traduisait son désaccord. Ne dis rien. La chose la plus audible qu'elle m'ait jamais dite était son silence total. La juge n'a pas pris beaucoup de temps pour délibérer. Elle n'a pas prononcé une seule phrase complète. N'oubliez pas qu'il ne s'agissait que de l'audience pour l'examen des preuves. La juge a toutefois décidé que l'affaire serait renvoyée pour examen complet, que des mesures supplémentaires étaient nécessaires au vu des faits et que l'ordonnance de protection que j'avais demandée serait prolongée. L'accès aux ressources financières a été suspendu. Bradley a reçu l'interdiction de contacter Juliana ou moi-même, de quelque manière que ce soit, et nos comptes communs font désormais l'objet d'un audit. La portée de l'enquête allait s'élargir. Je suis resté silencieux lorsque le marteau a retenti. Je me suis simplement levé. J'ai fait un petit signe de tête à Nadine et j'ai quitté la salle en silence. Un vent plus fort soufflait dehors, comme dans un murmure sec. Les feuilles balayaient l'allée. J'avançais avec une lenteur prudente. Chaque pas était gagné. Je me suis rendu dans le café voisin. Je me suis assis à une table dans le coin et j'ai commandé un petit café noir. J'étais un parfait inconnu. Ce n'était pas nécessaire. J'ai tracé une ligne sur la date du jour dans mon carnet. En tournant la page, une phrase m'est venue à l'esprit. Je ne suis pas brisée. Une lettre m'attendait quand je suis rentrée chez moi ce soir-là. Une simple lettre.
écrite à la main, plutôt qu'un email ou un coup de téléphone. Elle était de Bradley. L'enveloppe était sans fioriture. On aurait dit que sa main avait tremblé en l'écrivant, car les lignes n'étaient pas droites. Il s'excusait. Il disait qu'il avait perdu la tête. Il disait qu'il ne savait pas ce qui lui avait pris. Il disait qu'il n'avait pas imaginé que les choses iraient aussi loin. Il me suppliait de me souvenir du petit garçon qu'il avait été. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai plié et rangé dans un tiroir auquel je n'avais pas souvent accès. Le pardon n'est pas quelque chose que l'on accorde dans un moment de colère. C'est plutôt quelque chose sur lequel on travaille. Cette nuit-là, assise à la fenêtre dans le noir, je m'adonnais à mon passe-temps favori. Non, je retenais mes larmes. Je n'étais pas d'humeur à sourire. Laissant la nuit emporter son fardeau, je restais assis dans le silence. Leur tentative ratée de s'emparer de ma résidence a abouti à sa restitution à mon nom. Le testament a été révisé et l'acte notarié modifié. J'ai pu faire reconnaître ma fondation comme organisme de bienfaisance. La première réunion officielle du conseil d'administration devait avoir lieu dans 2 semaines. Non pas vengeance, mais simplement parce que j'en avais la possibilité. Il y avait des vies que je voulais améliorer de mon mieux. C'était ça, l'autorité, celle qui crée, pas celle qui crie. La lettre resta cachée dans le tiroir de l'autre côté de la pièce, tandis que je m'assis sur le bord du lit d'appoint de mon nouvel appartement. À partir de cette nuit-là, je m'abstins de la toucher. Cependant, j'y avais réfléchi, pas à ce qu'il avait vraiment écrit, mais à ce qu'il avait omis et à ce qu'il semblait incapable de comprendre. Pendant si longtemps, je m'étais abstenu de m'exprimer. Dans les moments difficiles, je me laissais rabaisser. Je les laissais me réprimander, me parler de haut et me rejeter avec un silence condescendant et des sourires aimables. Je voulais croire que l'amour signifiait mettre son ego de côté et choisir la paix plutôt que l'orgueil. Non pas parce que j'étais naïve. J'ai pris conscience de cela ce jour-là, au tribunal, lorsqu'il a évité de croiser mon regard. Trop de choses avaient été révélées. Par terreur, j'avais élevé un fils. Fais attention à ne pas trop pousser, m'avertissait-il doucement au lieu de crier. N'aie pas d'attente trop élevée. Ne me déçois pas. Je pouvais voir le reflet de cet homme dans le jeune garçon, un individu qui avait compris qu'il était facile de minimiser ses erreurs, que dire pardon suffisait et que pardonner aux autres était naturel. Je me suis levée et me suis dirigée vers la fenêtre. Il avait encore neigé. La ville était calme, même si elle ne cessait jamais de bouger. Je respirais difficilement. L'oppression dans ma poitrine s'était enfin dissipée. La fondation organisait une discussion communautaire le lendemain matin, et j'y suis allée. Une succursale de la bibliothèque à l'extérieur de Denver avait une salle à louer. C'est donc là que nous nous sommes tous retrouvés. Un grand nombre de femmes étaient présentes, certaines accompagnées de leurs filles, d'autres avec des journaux remplis d'aspirations longtemps réprimées. Au début, tremblantes, j'ai observé leur voix s'amplifier en réponse aux hochements de tête et aux regards compréhensifs qui accompagnaient leurs premiers mots. L'écoute mutuelle était sacrée. Il n'y avait aucun jugement, juste une reconnaissance calme et une douleur partagée. Pendant une pause, Felicia, une dame, s'est assise à côté de moi. 65 personnes qui venaient de divorcer. Son fils s'était éloigné d'elle et ne lui donnait presque plus de nouvelles. Elle avait des yeux compatissants et burinés. Elle m'a confié qu'elle avait toujours considéré comme naturel de se sentir invisible en vieillissant. Elle avait désormais des doutes. Je lui ai également confié qu'autrefois, j'avais assimilé le silence à la force et que je considérais comme une vertu de ne rien demander. En rentrant chez moi ce soir-là, je me suis arrêtée devant une petite librairie. Elle a poursuivi. Alors peut-être est-il temps de redéfinir ce qu'est la force. Et elle a ri d'un rire doux. La vitrine affichait l'information suivante. Samedi prochain. Lecture d'auteurs locaux. En poursuivant mon chemin, j'ai souri intérieurement. Ce n'était pas le fait d'être remarqué qui importait. Ce qui comptait, c'était de me voir clairement pour la première fois. Une fois rentrée chez moi, j'ai préparé du thé et sorti un nouveau cahier. Je n'avais jamais eu l'intention de tenir un journal. Encore une fois, tout ce que je voulais, c'était sentir le papier. Cela m'a ramené à l'époque où j'écrivais des petits mots que je glissais dans le déjeuner de Bradley pour l'école.
Des affirmations minimales. Tu es capable. J'ai confiance en toi. Libère ta force intérieure. C'étaient les mêmes phrases que j'écrivais maintenant pour moi-même. Tôt le lendemain, Marcus m'a appelé. Les audits finaux avaient été rendus grâce à toutes les tentatives enregistrées, bloquées et traçables. Bradley et Juliana n'avaient pas pu accéder à mes actifs. Cela incluait leurs fausses demandes, leurs requêtes déguisées et les documents manipulateurs qu'ils avaient soumis quelques jours avant les faits. Marcus parlait avec une subtile fierté. Une autre de ses remarques m'a également prise au dépourvu. Sous sa tutelle, une étudiante en droit avait proposé de poursuivre l'affaire, non pas pour obtenir une peine plus sévère, mais pour créer un précédent. Le film, les enregistrements et le silence que j'avais dû supporter révélaient des mauvais traitements systémiques et souvent méconnus infligés aux personnes âgées. Elle aspirait à écrire sur ce sujet afin d'attirer l'attention sur cette question. J'ai donné mon accord non pas parce que je souhaite partager mon expérience, mais pour que d'autres personnes vivant la même chose sachent qu'elles ne sont pas seules. Les 2 propriétés que Juliana avait tenté d'utiliser ont été retirées des registres publics la même semaine. L'argent avait été remboursé par la banque. Sa demande était sans fondement. De plus, les comptes de Bradley étaient inaccessibles. Une audience de révision sur la réparation financière avait été fixée par le tribunal. Je ne me sentais toujours pas victorieuse. Ce n'était pas nécessaire. Au contraire, je sentais une douce clarification, une route sereine s'étendant devant moi, libre de toute incertitude ou peur. Je suis retournée à Aspen ce week-end-là. J'ai emprunté les mêmes chemins que j'avais découverts des mois auparavant, lorsque j'avais fui le chaos et que je ne savais pas quoi faire. Cette fois-ci, je ne les accompagnais pas en fuyant, mais en revenant vers la fin du sentier. Alors que le soleil se couchait, je me suis reposée près de la crête qui offrait une vue sur la vallée en contrebas. J'avais les yeux fermés. Pendant ce temps qui s'écoulait sans excuse, mon esprit est revenu à cette nuit fatidique. L'imméraire, le silence, la douleur dans ma poitrine. Tu ne méritais pas ça, dis-je doucement. Non pas à lui, mais à moi-même. Peu importe la pression, peu importe le mépris, peu importe les années où tu as été ignoré, négligé et utilisé uniquement quand cela arrangeait les autres. Ce n'était pas une évidence que tu serais là, que tu serais d'accord et que tu garderais la tête baissée en permanence. Tu ne méritais absolument pas tout cela. Malgré tout, tu as réussi à survivre. Cette nuit-là, j'ai dormi toute la nuit. Cela faisait des années que je n'avais pas passé une bonne nuit. Dans l'obscurité, aucun souvenir ne m'a hanté. Personne n'a même mentionné quoi que ce soit que j'aurais pu changer. Dors un peu, calme-toi. Seulement la tranquillité. La vengeance n'a jamais été mon intention. Le but était de faire ressortir la voix que j'avais étouffée pendant si longtemps. Je n'allais pas y renoncer maintenant qu'elle était à nouveau mienne. La première neige de la saison est tombée ce lundi matin, alors que je me rendais au travail. Depuis leur dernière réunion du conseil d'administration, l'initiative Montrose s'était développée. Il ne restait plus rien des murs autrefois nus. Ils avaient encadré des photos des femmes que nous avions aidées, avec leurs sourires radieux, ainsi que leurs diplômes, leurs licences professionnelles et les lettres écrites par les enfants qui avaient vu leur mère se reconstruire. J'ai vu la nouvelle organisatrice préparer la salle principale pour une session, après m'avoir jeté un rapide coup d'œil et m'avoir salué d'un signe de tête. Elle est retournée à ses tâches, dans cet instant fugace. J'ai eu l'impression que je ne vivrais plus jamais quelque chose d'aussi extraordinaire. Personne n'essayait de me surprendre. Je n'étais pas la cible de leur attention. En apparence, je n'étais qu'un simple employé. Nous avons rebaptisé cette salle de réunion paisible, salle du fondateur, et je suis entrée en passant devant elle. Après des mois à m'y accrocher, j'ai enfin ouvert le paquet scellé dans le tiroir latéral, le dernier document financier, d'un montant total de 21 millions de dollars, y était joint. Le transfert de mes actifs restants au fonds fiduciaire. Même maintenant, cela semblait irréel. Le document était signé et scellé, ce qui le rendait légalement inaccessible. Je voulais que cet argent me survive sans effusion de sang ni remords,
Et ce n'était pas uniquement pour des raisons fiscales ou pour préserver mon image. Après avoir relu la dernière phrase, je pris place à la longue table. Toutes les formalités étaient réglées. Les avocats avaient vérifié chaque chiffre. Il ne restait plus qu'une seule ligne avec mon nom, destinée à un usage à long terme. Aider les femmes âgées en transition. Avec beaucoup de soin, j'ai signé la dernière page, comme pour dire adieu à la version timide de moi-même, qui avait autrefois vécu dans la peur de sa propre valeur. Plus tard dans la nuit, j'ai fait un dernier voyage à la maison ancestrale. Elle avait été rachetée par un couple de retraités de l'Oregon. Bradley et Juliana étaient des noms qui m'étaient inconnus. Ils avaient appris que la vente de la maison avait été retardée en raison d'une succession. Ils n'avaient pas cherché à en savoir plus. Tout ce qu'ils voulaient, c'était une maison paisible près des sentiers. Le moteur tournait encore lorsque je me suis arrêtée de l'autre côté de la rue. Même la lumière du porche était allumée. Des carillons éoliens se balançaient doucement sous l'avant-toit. Même si la nouvelle porte vitrée était fissurée, cela ne se voyait presque pas. Même après avoir été remplacée, une marque subtile indiquant l'emplacement de la vitre brisée était encore visible sur le cadre. J'aurais pu m'approcher sans problème. Je n'avais pas envie de la récupérer. J'avais déjà essayé une autre approche. Mon téléphone a bipé juste au moment où j'allais partir. Nadine m'avait envoyé un message. Le verdict avait été rendu. Pendant les 5 prochaines années, Bradley serait soumis à une ordonnance de restriction d'accès aux ressources financières. Ses actes agressifs envers des personnes vulnérables nécessiteraient une thérapie. En acceptant le règlement, Juliana renonçait à son droit de participer à la succession commune et retirait son appel. Il n'y aurait pas de procès. Tout était terminé, soudainement, dans le calme, avec des signatures et sans couverture médiatique. De retour à mon appartement, je me suis allongée dans la voiture pendant un moment, laissant le poids de cette décision reposer doucement sur ma poitrine. Au lieu d'une agitation, de crises, de disputes dans les couloirs ou d'appels téléphoniques furieux, c'était une conséquence silencieuse, du genre qui s'installe lentement et atterrit là où elle doit atterrir, qui s'était produite. Je suis entrée et j'ai ouvert la porte vitrée. La neige continuait de tomber, mais elle était devenue poudreuse, comme de la cendre après un feu éteint. Ce n'était pas par animosité, mais parce que l'image que j'avais gardée si longtemps de Bradley s'était estompée. Je ne pensais guère à lui dans les semaines qui suivirent. Le grand-père de mon arrière-petit-fils, l'homme qui m'avait laissé partir quand j'étais malade, et l'homme qui avait oublié ce que c'était que d'être humain, alors qu'il allait devoir faire face aux conséquences de ses actes. Je devais relever le défi de retrouver la clarté, un but et la sérénité. Lors d'une réunion du personnel, une jeune stagiaire m'a abordé pour me demander comment nous déterminions qui avait droit à une aide. Je lui ai expliqué que notre groupe recherchait des femmes qui nous rappelaient de bons souvenirs de notre passé, non pas parce que nous essayions de les sauver, mais parce que nous voulions être à leur côté pendant qu'elles découvraient comment se sauver elles-mêmes. Elle a hoché la tête et m'a souri, et j'ai vu qu'elle avait compris. Ce soir-là, je me suis assis une fois de plus près de la fenêtre, un stylo à la main, simplement pour commémorer l'occasion, pas pour rédiger une lettre. J'ai écrit une seule ligne. Quand la justice est véritable, il n'est pas nécessaire de crier. Et j'ai souligné très doucement. Puis j'ai posé le livre et éteint la lumière. Au début du mois de janvier, le lac près de chez moi avait gelé, lentement mais sûrement. Au fil des semaines, j'avais vu les vagues se transformer en reflets, puis en immobilité. Ce matin-là, j'ai fait le tour du lac, mon écharpe remontée autour du cou, une tasse de café à la main gantée. L'air était frais, mais pas glacial. L'hiver n'était pas aussi douloureux que les précédents. Quelque chose s'était enfin mis en place, et je me sentais apaisée. Au moment où je partais, la dernière réunion du conseil d'administration du trimestre avait lieu. Nous avons examiné les données et les rapports sur les effets. À la fin de l'automne, le programme avait aidé plus de 200 femmes. Certaines d'entre elles avaient désormais un emploi, d'autres suivaient une formation. Des logements avaient été mis à disposition grâce à notre nouveau partenariat, et quelques-unes avaient déjà emménagé. Donna, une femme d'environ 70 ans, avait lancé son propre cabinet comptable
Dans mon bureau, elle a fondu en larmes après avoir décroché ses 3 premiers clients. Je pensais que ma vie était finie, m'a-t-elle dit en me tendant les chèques, et je me souviens de ses doigts tremblants. Il semble que j'avais juste besoin d'un regain d'énergie. Après être passé devant le banc près du grand Saul, j'ai décidé de m'asseoir. Personnellement, j'avais toujours eu du mal à rester en place. J'avais ce besoin insatiable de prouver que j'étais indispensable, irremplaçable et inébranlable. J'avais néanmoins découvert que se taire ne signifiait pas disparaître dans les airs. Le silence n'était pas un signe de force. Dans ma poche, j'ai senti une vibration. Ma petite fille, Nicole, m'avait envoyé un message. Elle m'avait simplement envoyé un dessin représentant une femme assise à une fenêtre, tenant une tasse et regardant la neige tomber. Je choisis de ne pas répondre au message qu'elle avait laissé. Je me souviens de toi comme ça. Je ne suis pas encore prêt. Je ne pouvais pas laisser mon cœur s'apaiser, entouré de quelque chose de plus lourd et de plus doux que la tristesse. De pardon, peut-être. Je suis le seul responsable. Pas Bradley ni Juliana. Pendant longtemps, j'ai cru que ma valeur dépendait de ma capacité à encaisser sans m'énerver. Je suis revenu sur mes pas, écoutant le crissement de la neige sous mes pieds. En approchant de l'entrée, je me suis retourné pour admirer le lac. Puis, après être entré, j'ai refermé la porte derrière moi avec précaution. Un peu plus tard dans la nuit, j'ai rempli un sac à dos avec le strict nécessaire, non pas pour un voyage à proprement parler, mais pour passer quelques jours dans la cabane près d'Aspen que j'avais achetée en secret et rénovée, un endroit que je pouvais considérer comme le mien. Je jetai un dernier coup d'œil dans le miroir du couloir avant de partir. Contrairement à avant, mon reflet ne me fit pas sursauter. Mes yeux avaient changé, mais les rides et les cheveux gris étaient toujours là. Ils étaient transparents. Pas figés. Je murmurai quelque chose que je fus la seule à entendre. Tu as persévéré. Parce que je l'avais fait. Je le pensais vraiment. J'avais été à la hauteur tout ce temps, même face à l'incertitude, à la trahison, au silence et aux nuits blanches passées, à me demander si tout cela n'était pas le fruit de mon imagination. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de me rappeler comment rester ferme. Et maintenant, je le savais, à tous ceux qui ont déjà choisi de se taire, parce qu'ils pensaient que personne ne les écouterait. Cette histoire est pour vous si vous vous êtes déjà senti abandonné ou ignoré par vos proches. N'hésitez pas à exprimer vos émotions en réponse à cette aventure, au plus sombre moment de la vie de quelqu'un d'autre. Vos mots pourraient être la seule source de lumière dont il a besoin. Chaque commentaire, aussi subtil soit-il, est lu par nous. Écoutez, ce n'est pas une plateforme narrative comme les autres. Ici, la voix des gens est entendue.